Bonsoir. Didier Pinot-Valenciennes espérait être libre aujourd'hui, mais le président de Schneider restera en prison. La justice belge l'a décidé. Un groupe canadien se dit prêt à reprendre l'OM, mais la Ligue de football veut limiter le recrutement de joueurs la saison prochaine. Des soldats allemands défileront bien sur les Champs-Élysées le 14 juillet et Helmut Kohl sera ce jour-là aux côtés de François Mitterrand. Nos envoyés spéciaux au Rwanda ont filmé la guerre du côté des rebelles. C'est une exclusivité. Elle illustre la violence des combats. Voilà les informations du jour que nous développerons avant notre troisième débat de la campagne des élections européennes. Il opposera ce soir Bernard Tapie à Jean-Marie Le Pen. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Il portera sur l'Europe qui souffre en ce moment du chômage, de la guerre en Bosnie, des tentations néofascistes ou populistes, d'une crise d'identité et d'une crise morale. Les milieux dirigeants économiques et politiques sont eux-mêmes secoués par des remises en question et par l'émergence d'un nouveau pouvoir, le pouvoir des juges. Il s'est encore distingué à Bruxelles, où le président du groupe français Schneider a été maintenu aujourd'hui en détention. Rejoignons nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Denis Pardano. C'est malheureusement un argument humain, un argument qui vient... Échange d'impressions et conciliabule entre l'avocat de Didier Pinot-Valenciennes et celui de Valentino Foti. Il est 12h15, l'audience a duré plus de 3 heures, mais les avocats n'ont pas confiance. Avant même que le président de la Chambre du Conseil rende son ordonnance, le parquet de Bruxelles a demandé le maintien en détention du PDG du groupe Schneider. Position dure qui a précédé un communiqué sévère. La Chambre du Conseil confirme les mandats d'arrêt et motive le maintien en détention pour 2 raisons touchant non pas à la forme, mais au fond du dossier. Le communiqué donne beaucoup de détails et est catégorique sur la gravité des faits. Premièrement, le groupe Schneider aurait appauvri ses filiales belges dans des conditions suspectes, préjudice 500 millions de francs. Deuxièmement, ces mêmes filiales belges auraient dissimulé aux actionnaires et aux autorités l'existence d'autres sociétés implantées dans des paradis fiscaux. Sociétés cachées dont les bénéfices ont été détournés, préjudice là encore 300 millions de francs. Et l'enquête du juge n'est pas terminée, mais ces 2 éléments donnent une nouvelle dimension à l'affaire. 1 milliard d'escroqueries au total, même les actionnaires minoritaires à l'origine de l'instruction découvrent le chiffre avec étonnement. Voilà peut-être pourquoi Didier Pinot-Valenciennes est encore en prison ce soir. Les avocats de Didier Pinot-Valenciennes ont 24 heures pour faire appel de cette décision, mais la procédure prendra 1 semaine. Le juge est le seul maintenant à pouvoir décider de la remise en liberté du PDG du groupe Schneider. Le juge qui attend le résultat des investigations qu'il a lui-même lancées en France et en Suisse sur la comptabilité du groupe Schneider. Le directeur général de Schneider, Robert Janteur, a réagi vivement à ce maintien en détention au nom du groupe. Le groupe Schneider réaffirme avec la solennité qu'exigent les circonstances que les allégations formulées directement ou indirectement à son encontre ou à celle de son président sont dénuées de tout fondement. L'ensemble du groupe Schneider renouvelle à Didier Pinot-Valenciennes toute sa confiance et lui apporte son soutien chaleureux. Écoutons 2 autres réactions à Paris, celle du ministre français de la Justice Pierre Méhaignerie et du PDG d'une grande entreprise Havas, Pierre Dozier. Ils déplorent tous 2 implicitement la décision prise par les magistrats belges. Que peut faire le ministre de la Justice français? Coopérer au maximum avec le ministre de la Justice et les magistrats, entre les 2 justices françaises et belges pour la recherche de la vérité. J'ajoute que l'homme Pinot-Valenciennes est un chef d'entreprise qui a beaucoup de responsabilités. Mais c'est un homme pour qui personnellement j'ai de l'estime. Et je constate que c'était un homme qui savait se consacrer en dehors de ses responsabilités de chef d'entreprise à des missions d'intérêt général. Je pense à lui parce que je sais qu'il est aujourd'hui beaucoup plus préoccupé par l'image de sa société qui s'en trouve altérée que par ses conditions de détention. Je pense bien sûr aussi à sa famille qui subit un moment difficile et je suis à ses côtés. J'ai beaucoup apprécié Didier Pinot-Valenciennes, j'étais à ses côtés dans des combats, l'offre publique d'achat sur Square D aux États-Unis, télémécanique. J'ai pu apprécier ses qualités de lucidité, de courage, de persévérance et de fidélité. C'est ce à quoi je veux rendre hommage aujourd'hui. Douche écossaise pour Bernard Tapie. La bonne nouvelle, c'est la reprise annoncée de l'OM par un groupe canadien, Platinor Mapresol. La mauvaise nouvelle, c'est la limitation du recrutement de nouveaux joueurs décidée par la Ligue nationale de football. Philippe Boisseret.
Le verdict rendu par la Ligue nationale de football est clair. Rétrogradation sportive de l'OM, mesure confondue avec celle prononcée lors de l'affaire OM Valenciennes, mais surtout placement du club sous recrutement contrôlé la saison prochaine et interdiction de recrutement de joueurs sous contrat. La Ligue n'a pas cru au plan présenté hier par Alain Laroche. À Marseille, on crie à l'acharnement. C'est la chronique d'une mort annoncée qui continue. Alain Laroche proposait pourtant un budget en bénéfice de près de 35 millions de francs cette année. Mais à la Ligue, on fait état de toujours 100 millions de dettes, de découverts et surtout d'un budget prévisionnel basé sur des données incertaines. Alors, la Ligue ne s'est même pas intéressée aux repreneurs annoncés pour se décider, des repreneurs qui la laissent d'ailleurs dubitative. J'ai vu des Canadiens, ça j'en suis sûr. Ce qu'ils font dans la vie, j'en suis moins sûr. Les documents qui m'ont été donnés, en tout cas en ce qui me concerne, lors d'une visite aimable dans mon bureau, ne m'ont pas permis d'affirmer que ces personnes, ni d'affirmer que ces personnes avaient une influence économique importante dans leur pays. Ghislain Gingras, actionnaire majoritaire du groupe Maprosol, chiffre d'affaires 300 millions de dollars, se présente pourtant comme un homme respectable et toujours intéressé pour investir dans le club, malgré tout. Il a même promis de revenir voir la Ligue. Je n'aime pas à présenter des dossiers qui est plus ou moins respectable. Surtout quand on parle de projets qui valent jusqu'à des milliards, arriver avec un petit brouillon, un petit bout de feuille. Ça va être présenté comme ça doit être présenté. Mais avant cela, la Ligue se penchera une nouvelle fois sur les comptes de l'OM, car le club a décidé de faire appel. Dans quelles conditions les frères Sansonnet sont-ils morts? Le procureur, le juge et les enquêteurs se sont retrouvés aujourd'hui devant le garage de la villa de Tourtour dans le Var pour tenter de comprendre. Ils ont procédé à une reconstitution dite technique, mais ils ne semblent pas encore avoir la réponse à la question suicide ou meurtre. Yannick Aroussi. La justice veut travailler dans la sérénité. Résultat, des bâches tendues autour de la villa de Tourtour pour éviter les regards indiscrets. Cette expertise in situ permettra de connaître exactement la quantité et le type de gaz que produit l'échappement de la Peugeot 106 dans laquelle les frères Sansonnet ont été retrouvés morts le 12 mai dernier. Avec ces résultats, les toxicologues sauront quelles substances rechercher dans leur analyse des tissus musculaires prélevés sur les corps des Sansonnet. Le volet scientifique de l'enquête bat son plein. L'objectif est de déterminer si les deux frères se sont suicidés. C'est la thèse qui prévaut actuellement. Une thèse qui a de nouveau été ébranlée hier par le témoignage d'un ami de Fernand Sansonnet. L'ancien vacataire du conseil régional PACA lui aurait confié le 1er mai n'avoir nullement l'intention de mettre fin à ses jours. Les soldats de l'ONU pris entre le marteau et l'enclume au Rwanda, un nouveau casque bleu est mort, un capitaine sénégalais. Les belligérants n'hésitent pas à tirer directement sur les véhicules des Nations Unies. Cela illustre la violence des combats. Nos envoyés spéciaux l'ont eux-mêmes constaté en se rendant sur le front et en assistant à la bataille de Kigali du côté des rebelles. C'est la première fois que des journalistes se trouvent de l'autre côté de la ligne. Dorothée Oliéric, Alain Dubas, Alain Kropfinger et Jean-Baptiste Palési ont travaillé, vous l'imaginez, dans des conditions difficiles. Regardons leur reportage. Pour eux, cette guerre est une revanche. Leur père était Tutsi, ils sont Tutsi, et ils étaient enfants quand ils ont pris la route de l'exil. Cet homme, au béret bleu, est le major Philbert Rwigamba. Il a quitté le Rwanda à l'âge de 3 mois pour fuir les massacres qui, en 1959, visaient déjà son ethnie. 34 ans passés en Ouganda et au Kenya, et aujourd'hui seulement le retour dans son pays natal pour libérer le Rwanda. Tous ces rebelles du Front patriotique rwandais sont prêts à mourir pour libérer Kigali. Les Rwandais ont été opprimés. Il n'y avait aucune vie possible au Rwanda. La vie était si dure que nous avons dû prendre les armes. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres des positions les plus avancées de la ligne de front. Il faut courir. Les forces armées gouvernementales sont juste en face. Nous pouvons constater que le cessez-le-feu n'est pas respecté et que l'offensive se poursuit de la part des rebelles qui avancent chaque jour davantage sur Kigali. La scène qui se déroule est devenue quotidienne pour les rebelles, une pluie d'obus et d'artillerie. Cette force qui est ici est en vue directe. Et vous avez une autre force sur leur flanc. Il suffit simplement d'avancer et on les a. C'est juste une question de temps. Chaque jour, le FPR resserre son étau sur la capitale. La riposte est sévère. Depuis plus de 30 minutes, nous sommes pris sous les tirs croisés.
La position devient très dangereuse. Il faut courir à nouveau pour sortir de ce bourbier. Dans ce pays devenu fou de haine et de vengeance, les rebelles disent croire encore en quelques mots: liberté, démocratie, paix. Des soldats allemands défileront bien sur les Champs-Élysées le 14 juillet prochain. Ils appartiennent à l'Eurocorps, une force de défense européenne qui comprend aussi des Français, des Belges et des Luxembourgeois. Ces soldats allemands passeront devant le chef de l'État français qui a pris cette décision, mais aussi devant Helmut Kohl qui sera l'invité de François Mitterrand. Cette annonce a provoqué aujourd'hui des réactions diverses, les unes compréhensives, les autres irritées. Alain Doubeski, Jean Corneille. Jamais un soldat étranger n'a défilé sur les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale. Ce sera donc une première. Les soldats français que nous voyons ici font partie de la brigade franco-allemande. C'est le noyau autour duquel sera constitué l'Eurocorps, l'armée de défense européenne. Dès cette année, elle défilera sur les Champs-Élysées. La dernière fois que les Parisiens ont vu parader les soldats allemands ici, c'était pendant la dernière guerre. Mais aujourd'hui, pour les résistants, le monde a changé. Il y a 50 ans, prisonnier évadé, je suis passé par Paris et sur les Champs-Élysées, j'ai vu défiler les soldats allemands. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte est totalement différent. Ça évoque des souvenirs et ça donne au contraire un sentiment d'espoir, pas de gêne, ça oblige à réfléchir. Quant aux hommes politiques, ils sont partagés, mais la ligne de démarcation ne passe pas entre gauche et droite. Je suis heureux parce que je considère que c'est un symbole de réconciliation très fort, un symbole dont l'Europe a besoin. Il aurait mieux valu inviter un représentant du gouvernement allemand, après tout c'est un gouvernement démocratique, ou des gens qui ont résisté au nazisme, aux cérémonies du débarquement. Je pense que ça aurait été mieux. Je suppose qu'ils vont défiler en chantant Maréchal nous voilà. Je suppose qu'on leur demandera également d'être pressés par les gardes suisses qui se sont fait tuer au moment de la prise de la Bastille, parce que je ne vois pas ce que nos amis allemands viennent faire le 14 juillet. Plus encore que poignées de main et discours, pour les dirigeants politiques, le coude à coude des soldats français et allemands dans Paris le 14 juillet consacrera le chemin parcouru vers la paix. Cette initiative de François Mitterrand est destinée, nous l'avons compris, à compenser l'absence des Allemands aux cérémonies du 6 juin. L'Allemagne n'a pas été invitée au cinquantenaire du débarquement allié, débarquement qui sera commémoré entre alliés, entre vétérans, ils seront nombreux. Notre correspondant à New York, Bruno Albin, avec Evandro Fontes, a suivi des anciens GIs américains à bord du Queen Elizabeth II pour une croisière du souvenir. En 1943, ils avaient déjà embarqué ici, à New York, pour ce qui devait être leur croisade contre le nazisme. Ils viennent de repartir pour un dernier pèlerinage vers la Normandie, 1100 passagers, anciens combattants et leurs familles. Une fois de plus, ils ont choisi la mer et le dernier de ces légendaires transatlantiques, le Queen Elizabeth II. Ed McLean était parti à bord du Queen Elizabeth, premier du nom. Dans la cabine que j'occupe aujourd'hui, nous aurions été 14. 14. Aujourd'hui, nous y sommes 2. Les temps changent. Dans les salons du paquebot, le Queen Mary, à l'époque de la splendeur, avant qu'il ne soit réquisitionné comme le Queen Elizabeth, peint en gris et réaménagé pour accueillir les GIs. 16 000 hommes par voyage, slalomant à travers l'Atlantique pour éviter les sous-marins allemands. Mais à l'heure du départ, le luxe qui les entourait ne retenait pas encore leur attention. Ils partaient vers un passé qui ne les a pas quittés. J'espère pouvoir visiter les cimetières, raconte Anne Denz, infirmière de la bataille de Normandie. C'est une chose triste, mais cela vous donne le sentiment que tout cela n'a pas été en vain. Une croisière peuplée de souvenirs. Au jour J, une future célébrité de la télévision américaine survolait les plages du débarquement pour son journal. Walter Cronkite avait 27 ans. 25 ans plus tard, il interviewait Eisenhower à la pointe du Hoc dans un bunker allemand. Il était là à regarder la mer et répétait sans cesse « Que croyez-vous qu'ils ont bien pu penser ?» Qu'ont-ils pu penser quand ils ont vu toute cette armada sortir du brouillard et venir vers eux? 5 jours de traversée et d'émotion, avec aussi des artistes et des musiciens d'un orchestre rebaptisé Glenn Miller. Puis le 4 juin, ce sera la Normandie. Le capitaine est satisfait, on a pensé à tout. Quand nous quitterons Southampton pour le Havre, les Royal Marines seront là pour jouer un peu de musique militaire à nos anciens combattants, pour leur faire un peu plus bomber le torse. Mais avant de lever l'ancre, nombre d'entre eux partageaient surtout un nouvel espoir, celui de retrouver en France, 50 ans après, des Français d'aujourd'hui qui apprécient encore ce qu'ils ont fait alors.
La première demi-finale homme du tournoi de Roland-Garros opposera, nous vous l'avons dit hier, Courir à Bruguera. La seconde demi-finale sera jouée par le Suédois Larsson et le Basque espagnol Berasategui qui se sont qualifiés aujourd'hui. Et demain, on s'intéressera plus particulièrement à la Française Marie Pierce qui jouera une place en finale contre Steffi Graf, numéro 1 mondial. Place à un autre match politique, celui-là. Il va opposer Bernard Tapie à Jean-Marie Le Pen dans le cadre de la compétition des élections européennes. C'est le troisième débat organisé par la rédaction de France 2. Demain, vous aurez sur le même plateau Philippe de Villiers et Bernard Kouchner. Et la semaine prochaine, Valéry Giscard d'Estaing affrontera Michel Rocard, également dans le journal de 20h. Donc vous le voyez, à l'occasion de ces 5 débats, toutes les sensibilités sont représentées, l'ont été ou le seront. Messieurs, je ne sais pas si ce mot sensibilité vous convient, peut-être un peu trop faible. Vous avez débattu une première fois à TF1, c'était en 89, j'avais vu ce débat, tous les Français d'ailleurs l'avaient vu. Ils se souviennent de ce débat houleux, vous avez échangé des noms d'oiseaux, vous avez presque failli en venir aux mains. Alors comme je m'en souviens, j'ai pris quelques précautions. Grâce à la gentillesse de Décathlon, ça coûte rien à la maison France 2. Hein. Alors on ne sait jamais, si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre, et puis un casque si ça se passe mal, vous pouvez les utiliser. Alors le problème c'est que ma fidèle Gigi est allée chez Decathlon, hein, qui a la gentillesse de nous prêter, mais il n'y avait plus qu'une seule couleur, c'est le rouge. Seulement. Oui, oui. Ah, on ne les garde pas. Non, on les rend demain, pas de cadeaux et pas de corruption. Oui, garder, dans ce truc, voilà. Donc c'est la même couleur, mais enfin moi je vous reconnaîtrai. Alors vous intéressez tellement les Français et les médias qu'un homme a consacré un livre à la fois à Tapie Le Pen, voilà. Les jumeaux du populisme, c'est Thierry Saucet qui a écrit ce livre en 1992 aux éditions numéro 1. Je vais commencer par l'ordre alphabétique. Jean-Marie Le Pen. Populisme, ça veut dire quoi pour vous? Attendez, avant de vous poser cette question, est-ce que vous allez les utiliser à votre avis ou pas? Non, nous ne les avons pas utilisés, nous n'en avons pas besoin, mais je les aurais acceptés si on m'en avait fait cadeau. Je vois que la générosité d'Antenne 2 ne va pas jusque-là. Non, c'est uniquement un petit effet de tribune. Pas qu'il y a là entre les hommes politiques et nous. Bernard Tapie, donc intention également pacifique? C'est sérieux la politique. Alors, la politique, le populisme, c'est quoi pour vous? Est-ce que vous vous sentez populiste comme dit Eh bien, le vrai problème dans le temps moderne, c'est que chacun utilise, ou que tous utilisent, les mêmes mots avec les mêmes significations. Or, une des grandes raisons qui amena sans doute la fin de la tour de Babel, c'est que les gens ne se comprenaient pas. Et on peut très bien ne pas se comprendre en utilisant la même langue et les mêmes mots. Si populisme est employé de façon péjorative, comme généralement il l'est par les observateurs de la politique à l'égard des hommes politiques, eh bien, je ne me reconnais pas dans cette définition, car le programme 300 mesures que nous présentons est un programme sérieux qui est très éloigné de la démagogie puisqu'il réclame au pays de la lucidité, du courage, de l'effort. Si en revanche populisme veut dire interprétation des sentiments du peuple, défense du peuple, en quelque sorte le rôle qui était celui autrefois du tribun de la plèbe, à Rome, dans la Rome antique, eh bien, ma foi, je veux bien l'accepter. Je suis d'origine populaire et j'ai passé ma vie dans la politique à essayer de défendre les intérêts du peuple français. Avant d'entendre Bernard Tapie sur ce thème, donne simplement la définition donnée par le dictionnaire de la pensée politique chez Attier. Populisme, appel au peuple contre l'élite, souvent aussi contre les étrangers et les marginaux. On va y revenir. Vous vous sentez populiste, Bernard Tapie? Oui, moi je crois qu'effectivement, on veut dire surtout démagogue. Mais il y a effectivement un danger, si je comprends bien les définitions qui sont souvent utilisées, ce sont ceux qui voudraient à un moment donné de leur vie capter l'opinion publique pour leur demander le pouvoir, en s'étant fait une réputation ou en ayant une notoriété qui n'a rien à voir avec la politique. Je pense là à Berlusconi, qui quand il faisait du football était mon ami, le reste pour le football et un peu moins pour la politique, parce que là je crois qu'il y a un piège important. Je crois qu'il y a un piège important, c'est de séduire des gens sur des éléments d'apparence en tout cas, ou sur des performances qui n'ont rien à voir avec la politique. Et là où je ne me ressens pas, c'est qu'il me semble que le parcours qu'il faut faire, celui qui consiste à passer par les étapes intermédiaires, avant de demander un accès fort à un pouvoir fort,
Je crois que je l'ai fait. Je l'ai fait avec des gens qui sont identifiés, avec des alliés qui sont connus, avec des mots qui sont utilisés par moi toujours de la même manière, et en votant tout le temps d'un même côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Celui qui aujourd'hui vote pour moi, c'est pour qui je vote, quelles sont mes idées, donc il ne peut pas y avoir d'interprétation, de transfert de popularité. Alors vous êtes deux bêtes de télévision tous les deux, on l'a assez dit et on l'a déjà vu. Vous avez des projets différents, des horizons différents, mais au fond, vous chassez sur les mêmes terres. Je ne crois pas. Ah, si la terre générale, si j'ose dire, c'est le peuple français, si nous cherchons à obtenir sa confiance, son soutien et la délégation de pouvoir qu'il détient pour accéder au gouvernement, oui, bien évidemment. Mais je crois qu'on peut le faire d'une façon parfaitement honnête, loyale, droite, et que c'est cela l'objectif que je poursuis et que poursuivent les candidats de ma liste. Alors évidemment, mon rôle, c'est de lancer les pistes. Moi, j'ai pas de casque, hein, c'est l'arbitre, donc ça mes risques et périls, même si des coups pleuvent de tous les côtés. Mais évidemment, vous êtes autorisé à vous parler. Là. Vous êtes très timoré pour l'instant l'un vis-à-vis de l'autre, mais vous êtes autorisé. Bernard Tapie a cité le nom de Berlusconi tout à l'heure, qui est maintenant chef du gouvernement en Italie, avec des ministres néofascistes dans son gouvernement. Jean-Marie Le Pen, si je vous dis néofasciste, est-ce que c'est pour vous une insulte? Pour moi, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Je crois même qu'en Italie, on n'utilise pas cet adjectif à l'égard des députés du MSI ou de l'Alliance nationale. Il n'y a qu'en France qu'on utilise cette formule. Je crois qu'il est déraisonnable de le faire parce que je connais Fini, qui est un homme qui est né... Vous êtes proche de lui, vous vous sentez proche de lui? 20 ans après la guerre, et qui, ou 15 ans après la guerre, et qui est un homme qui est de la droite nationale, qui a des idées qui sont proches, en effet, de celles du Front National, mais qui n'ont rien à voir avec le fascisme. Oui, tout à l'heure, vous avez posé la question qui me paraît essentielle, c'est de savoir si on chasse sur les mêmes terres, et j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui voudraient nous voir comme ça sur les mêmes terres, parce que je crois que ça les arrange. En réalité, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur ce que je crois comprendre, je crois que pas deux hommes politiques en France sont aussi dissemblables et aussi opposés. Je veux dire qu'on peut avoir de temps en temps, comme c'est la mode, des envies consensuelles, des envies de faire un bout de chemin ensemble. Et je crois que mon adversaire de ce soir ne me contredira pas. Je pense que les deux qui peuvent vraiment pas faire de bout de chemin ensemble pour un jour se rencontrer, en tout cas sur la manière de concevoir la France et les méthodes pour la sortir de la situation dans laquelle elle est, c'est en tout cas le Front National et les radicaux. Par conséquent, que vous ayez, ou qu'on ait envie, quelque part dans les structures politiques classiques, envie de nous mettre dans le même wagon, ne serait-ce qu'en nous présentant. Je ne sais pas si vous ferez ça avec d'autres candidats. Non, parce qu'ils n'ont pas vos termes, parce qu'ils n'ont pas votre attitude, non, mais on peut parce qu'ils n'ont pas votre vocabulaire. On peut avoir des termes, on peut avoir beaucoup de vitalité, on peut avoir beaucoup d'énergie, on peut avoir envie de défendre ses idées très fort, c'est ce qu'on dit normalement. Alors, pour vous dire tout, on n'est pas du tout sur les mêmes terres, parce que ce qui est certain, c'est que ceux qui sont séduits par les idées de Jean-Marie Le Pen ne peuvent pas être séduits par les miennes. Et vice-versa, je crois. Donc on est très opposés. On va parler des idées ce soir. Oui, un peu. Oui, un mot, un nom. Quel est votre modèle en politique? Pas forcément actuellement vivant. Oui, pas forcément vivant. Je pense que c'est Jules Ferry. Et vous, Jean-Marie Le Pen? Oui, ce sont les grands dirigeants de la France, les grands soldats, les grands héros de l'histoire de la nation, mais je n'ai pas un modèle particulier, j'intègre l'ensemble de l'histoire. On a parlé tout à l'heure des néofascistes italiens, Mussolini, c'est pas un modèle. Non, pas du tout. Contrairement aux néofascistes italiens qui lui ont rendu hommage récemment. Oui, non, mais ce n'est pas mon cas, n'est-ce pas? C'est pour ça d'ailleurs que je suis contre les formules d'intégration européenne, c'est parce que je crois que chacun de nos peuples a une spécificité qui justement ne doit pas être fusionnée avec celle des autres sous peine de nous faire porter les chapeaux des uns des autres, ce que je ne souhaite pas du tout. Mais je voudrais dire une petite chose avant le débat, c'est que moi je suis prêt bien sûr à rencontrer tous les têtes de liste. C'est une formule démocratique. Je regrette simplement que les têtes de liste de l'opposition et de la majorité se soient mis hors de portée du débat avec ceux qui pourraient les critiquer. J'ai vu le débat entre M. Rocard et M. Baudis, disons que c'était un débat convenu et qui s'est terminé en feu d'artifice sur les conditions de travail du personnel de la mairie de Conflans et de la mairie de Toulouse. Alors je crois que le débat européen, des élections européennes, vaut mieux que ça, mais je crois qu'ils se sont mis à l'abri. Mais grâce à M. Tapie, j'ai là un symbole, somme toute, de la gauche,
Il est emblématique, me semble-t-il, de la gauche, avec son passé et quelquefois ses grandes faiblesses, n'est-ce pas? Et moi, je crois que je suis emblématique de la France. Je crois que M. Tapie, c'est la non-France, et je représente la liste de la France. Voilà. Heureusement que des millions de gens, des millions, et je crois plus de ce côté-là que de l'autre, ont le poil qui se dresse quand vous dites que vous êtes la France. Moi, je vais vous dire pourquoi je voulais ce débat. Je le voulais, et je le voulais vraiment fort. Parce que la première fois que nous sommes rencontrés, je pense franchement que Jean-Marie Le Pen était un danger pour la France en tant que tel, lui tout seul. Et je le pensais parce que mes convictions m'amènent à penser que la façon dont le Front National veut gérer la France est un danger. Et il était en montée, il y avait une croissance forte. Le Front National était le vent en poupe. Il est toujours. Il remportait des victoires et des victoires. Et ça passait de... Bon, et alors, il y avait surtout un militantisme de base qui me faisait peur. Et puis bon, il est effectivement stationné aux alentours de 10, 11, ah non, 10, non. 11, 11 et demi, 10, enfin peu importe. Un peu plus de 11 à la dernière élection européenne. Monsieur Tapie s'était juré de nous ramener au-dessous de 10%. Oui. 18 mois après, nous étions à 13,9. Donc à peu près 10%, à 2% près. En tout cas, pas suffisamment pour battre les partis démocratiques ou républicains qui seraient en mesure d'assurer le pouvoir, puisque personne ne veut s'associer avec lui, et c'est tant mieux. Vous reconnaissez que vous défendiez les partis de l'établissement. Ah, je défendais tous les partis contre vous. Oui, ah ben voilà, même le Parti communiste. Et là, par contre, voilà pourquoi il faut faire ce débat. Parce que M. Le Pen ne monte pas tellement dans son parti politique, mais ses idées se vendent bien. Et elles se vendent tellement bien qu'elles sont de plus en plus reprises. Alors là, je commence à avoir la trouille, de nouveau. Parce que si même M. Le Pen est à 12%, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit les copies, les Le Pen Canada Dry, qui commencent à venir et à faire eux aussi des gros scores. Sur les mêmes idées, sur les mêmes valeurs. Alors, évidemment, on est un peu plus endimanché, on a une carte de visite qui éventuellement est plus séduisante. On rassure. Mais De Villiers, je suis allé le voir, moi, avec des moustaches et une fausse perruque, et j'ai entendu, ma parole d'honneur, je vous assure, j'ai entendu la même chose, la même chose. Je vois Baudis, qui était un pro-européen fédéraliste fort, il n'est plus pro-européen du tout. Il se dégonfle de parler de l'Europe en tant que fédéral. Vous avez les lois Pasqua, c'est l'inspiration directe de M. Le Pen. Vous avez actuellement même Chevènement, qui commence à parler de la même manière. J'ai entendu un Premier ministre socialiste, ami, dire, est-ce que c'est son rôle, même si c'est vrai, la France ne peut pas supporter toute la misère du monde. Est-ce que c'est un Premier ministre socialiste qui doit dire ça? Par conséquent, dans un pays où ces idées commencent à se développer avec une telle ampleur, j'ai de nouveau peur. Et j'ai de nouveau peur. C'est pour ça que je veux qu'on parle des idées et pas avec un gant de boxe. Je veux dire, voilà pourquoi c'est dangereux, voilà comment il faut faire autrement. C'est pas M. Le Pen que je crains maintenant. C'est ceux qui ont pris ces idées et qui ont répandu ces idées dans la France. Vous devez boire du petit lait parce qu'il vous prête une influence considérable. Est-ce qu'il vous arrive, attendez, d'aller dans les meetings des autres avec une petite moustache et une petite perruque? Non, je n'ai pas du tout de goût pour ce genre de comédie. Je voudrais dire qu'il est vrai qu'au fur et à mesure que les événements évoluent, je crois, vers des solutions dramatiques, sinon on ne change pas de politique, eh bien, les Français et les hommes politiques qui espèrent capter leur voix, copient le discours du Front National. Il y en a qui le copient de façon presque intégrale, mais on sait que leur objectif tactique, c'est d'essayer d'empêcher le plus de voix possible, d'échapper à la liste de la majorité et de venir sur celle du Front National. Et puis, il y a d'autres candidats qui changent pendant la campagne leur axe de campagne. C'est le cas du chef de la liste de la majorité, qui en effet était maastrichtien et qui, de crainte de voir ses voix diminuer, a pris un virage, alors que M. Tapie, lui, il prend le virage exactement inverse. Mais vous-même, M. Tapie, vous avez écrit un livre qui s'appelle « De l'énergie pour l'Europe » et vous avez un titre de liste, de l'énergie pour l'Europe, mais sur vos panneaux, vous collez des affiches de l'énergie pour la France. N'est-ce pas? Vous avez vous aussi subi l'influence, et le jour où je subirai je ne ferai plus de politique ce jour-là. Le jour où vous pressentez, c'est bien possible ça, mais c'est peut-être plus proche qu'on ne croit. Alors on peut parler des idées peut-être, oui. Des différences, absolument, plutôt que de parler de celles que vous avez, car en fin de compte, quelle est la grande différence? On va parler après du détail, mais il y en a une grande. Il y a deux façons. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi la France, qui s'était fait connaître dans le monde entier encore maintenant, quand on fait des sondages sur le monde et qu'on leur dit aux gens
quelle que soit leur nation, où aimeriez-vous vivre en dehors de votre propre pays? Tous désignent la France, sans exception. Tellement c'est une France qui a marqué par sa tradition d'accueil, de générosité, de convivialité et de bonheur. Voilà que cette France aujourd'hui, quand on regarde la réalité, d'abord quand on les voit dans la rue, ils sont tristes, ils sont maussades, ils sont découragés, ils n'y croient plus. On appelle ça la déprime. Mais ça se matérialise par des éléments objectifs. Vous savez que la France est maintenant le pays qui utilise le plus d'antidépresseurs du monde. C'est-à-dire que la France du petit canon qu'on buvait entre amis est devenue la France du Valium. Et pourquoi elle est devenue la France du Valium? Eh bien parce qu'on lui fait perdre sa confiance. Oui. Et M. Le Pen n'a cessé, et on va en parler après, parce que j'ai écouté ce discours, n'a cessé d'expliquer qu'elle est malade, qu'elle a plus de talent, qu'elle est foutue, qu'elle est envahie par les immigrés, que c'est la fin du monde. Et j'ai même entendu, c'est bientôt sa mort. J'ai entendu ça à Europe numéro 1. C'est bien évidemment la constatation des faits qui découlent de la gestion du pays, aussi bien par la droite que par la gauche, mais singulièrement depuis 12 ans par la gauche, qui rendent les Français tristes. C'est l'absence de solution que proposent justement les partis de l'établissement qui acculent les Français à cette situation de morosité et de désespoir. Mais M. Tapie est représentant, il a été ministre socialiste, il a été député socialiste, fier de l'avoir. Il a été député socialiste. Il prend donc en compte la politique de ceux qui ont gouverné le pays depuis 12 ans. Alors pourquoi vous et vos amis n'ont-ils pas fait ce qui aurait été nécessaire pour rendre les Français sûrs, heureux Mais parlons de fait, s'il vous plaît. Mais c'est parlons un pas fait, de généraliser. c'est un fait. Non, vous voilà avez la dit... vérité. Non, ils sont malheureux dans les faits. Alors moi je vous propose que pour une fois, on parle des faits. Quels sont les faits qui doivent leur permettre, dans un moment de crise? La crise a existé, on ne peut pas faire abstraction de ça. Non, elle existe et elle continue. Elle a existé, elle continue. Quels sont les faits? Quels sont ceux qui doivent pouvoir vous permettre de dire la France est dans un état de maladie très avancée qui frôle la mort? C'est ça que j'ai besoin de savoir, parce que moi je ne retrouve pas ça. Alors, je retrouve des millions de gens qui souffrent. Non, mais c'est pas le problème. Je retrouve 3 millions de gens qui souffrent. Oui, mais moi aussi, mais la France a toujours connu des moments où il y avait des gens qui souffraient, ils n'étaient pas en train de se bourrer de cachets pour dormir. Oui, ça n'est pas moi qui vends les cachets. Bon, alors dites-moi. Ça n'est pas moi qui ai fait le sang contaminé. Alors quels sont les faits? Ça n'est pas moi qui empoisonne la France par un certain nombre d'effets médiatiques ou autres. On va être très concrets les uns et l'autre. Les Français qui vous écoutent ne risquent pas de s'endormir ce soir, ils n'ont pas besoin de cachet. Donc vous faites le même constat, il y a une crise. Oui, mais je voudrais dire pourquoi il y a une crise. Non, mais on va avancer parce que nous on va... Oui, mais d'accord, mais vous me laissez... Les téléspectateurs ont... Mais je voudrais bien parler tout de même. Mais vous allez parler, on a un décompte précis, ne vous inquiétez pas, vous avez votre temps de parole. Vous faites le même constat, il y a une augmentation du chômage. Moi je voudrais savoir comment le Front National et comment le MRG, comment Jean-Marie Le Pen et comment Bernard Tapie peuvent ou veulent lutter contre le chômage. Très concrètement. Non, attendez, d'abord, quels sont les dangers principaux qui menacent le pays, qui le menacent gravement, qui sont déjà largement en cours? C'est en effet le chômage de, non pas 3 300 000 personnes, mais de près de 6 millions, si on ajoute ceux qui dépendent du traitement social du chômage, les pré-retraités, etc., et les RMistes. Mais il y a l'immigration, il est entré en France plus de 10 millions d'étrangers en 30 ans, c'est l'aveu du gouvernement. Il y a l'insécurité qui en découle et qui transforme certaines de nos villes en véritables bombes pour l'avenir. Il y a le poids écrasant des impôts et des charges sociales qui interdit toute reprise et tout redémarrage de l'activité. Il y a le terrible danger du sida. Il y a l'extension de la drogue. C'est donc un pays qui est frappé. Et moi aussi, je rencontre des milliers et des milliers de gens et qui me font part de leur misère, de leur malheur, de leur tristesse et de leur désespoir. Mais ceux-là me disent, à l'inverse de M. Tapie, ils me disent Jean-Marie Le Pen, vivement que vous arriviez au pouvoir pour changer tout cela. Puisque les gens qui étaient au pouvoir depuis 20 ans, pour ne prendre que les dernières 20 années, ces gens-là ont été responsables de la dégradation du climat du pays. À vous entendre, c'est pas un cachet qu'il faut prendre. Vous acculez les gens aussi. Non, on va parler de propositions. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça, M. Le Pen. Parce qu'en fait, il dit ça, il sait pourquoi. Lorsque, effectivement, il édite un bouquin pour que les militants puissent faire bien leur travail, il a une formule, c'est les atouts du Front National. Et vous allez tout comprendre à partir de ça. Je ne dis pas que
Il n'y a pas de souffrance, hein. Il y en a, on va en parler. Mais voilà ce qu'ils éditent. Les problèmes demeurent. Or, c'est parce qu'existent ces grands problèmes, le chômage, la délinquance, que le Front National a émergé. Oui. Tant qu'ils ne seront pas résolus, le Front National se développera, et puis, plus ils s'aggraveront, plus notre mouvement prendra de l'extension. Mais évidemment. C'est-à-dire, plus c'est la merde, plus on est content. Non, c'est pas vrai. Plus il y a de gens qui souffrent, plus on est nombreux. Est-ce qu'un médecin est content de la maladie? Est-ce qu'un médecin est content de la maladie? Il est bien évident que quand il y a une épidémie de bronchite, le médecin travaille beaucoup. Ça explique pourquoi un problème déjà grave, on en fait un problème encore plus grave. Vous avez par exemple donné un nom. C'est pas le temps que je passe sur les écrans qui permet certainement de dire ça. Ne vous plaisez pas, ce soir vous êtes là. Ah, d'accord, une fois tous les 5 ans, c'est vrai. Attendez, on va prendre thème par thème. Moi, je vais commencer par le chômage. On a déjà parlé de l'immigration, je n'ai pas répondu. De l'immigration. Alors, vous avez dit 6 millions de chômeurs, je prends le chiffre officiel sur lequel tout le monde s'entend, 3,3 millions, mais on ne va pas discuter du chiffre. Comment faites-vous concrètement pour donner du travail aux plus de 3 millions de Français? Alors justement, il ne peut pas y avoir de traitement de thérapeutique sans un diagnostic exact. Et les gouvernements, jusqu'à présent, de gauche comme de droite, ceux de l'établissement, ont fait une erreur capitale sur cette analyse, volontairement ou involontairement. Les causes principales du chômage sont d'abord le poids excessif en France des charges sociales et des impôts. Alors, deuxièmement... Voilà, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que vous êtes d'accord pour une baisse des charges sociales? Absolument. Et des impôts. C'est indispensable. Les impôts zéro? Non, bien sûr que non, c'est absurde. Mais une baisse des impôts, une réforme fiscale fondamentale qui fasse reposer plus d'ailleurs l'impôt sur le capital que sur le travail, alors que le gouvernement socialiste dans lequel a siégé M. Tapi a pris la position exactement inverse. Mais laissez-moi dire quelles sont les causes tout de même. Non, ça sert à rien. Mais bien sûr que si, ça ne sert à rien. Vous avez déjà un peu d'avance. C'est pas vous qui parlez. Non, Jean-Marie Le Pen, vous avez déjà un peu d'avance. Justement, il faut faire d'abord un diagnostic. Laissez-moi suivre mon raisonnement. Non, mais alors, très brièvement. Il y a l'immigration et il y a l'ouverture et même la suppression des frontières, car on constate précisément qu'il y a une coïncidence absolue entre le moment où le chômage commence à augmenter et la progression, plus exactement l'abaissement des frontières en Europe, dans le traité de Rome, et depuis l'acte unique, et depuis le traité de Maastricht. Alors sur l'immigration, j'entendrai votre décision ou la mesure que vous préconisez. Restons sur le chômage. Je ne peux pas. Bon, alors le chômage, je ne vais pas vous dire pourquoi. Est-ce que le chômage illégal pour les jeunes, c'est possible? Je vais vous dire trois choses. En gros, sur le plan de l'Europe, le chômage ne peut pas évidemment être réglé intégralement, mais en tout cas, au niveau de l'Europe, il y a des moyens de développer des grands travaux de communication sur les hôpitaux, sur les crèches, sur les autoroutes, sur les transports, sur les chemins de fer. Il y a beaucoup de besoins. Chacun le sent bien. Par conséquent, l'Europe est en mesure de créer ponctuellement des emplois sur des investissements lourds que chaque État de la communauté européenne ne peut pas faire. Sur le plan national, les Français en ont assez qu'on leur explique la méthode qu'il faudra utiliser pour le régler ou les raisons pour lesquelles il y en a. Alors je vais vous dire, moi il y en a 3. Je les propose et je veux savoir ce que le Front National passe là-dessus. Le premier, c'est sur les jeunes. Et là, sur les jeunes, le chômage n'est pas seulement du chômage, car il est grave pour tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, femmes ou hommes. Les jeunes, il a un drame supplémentaire. D'abord, il est le seul pays, la France, où il y a 20% de sa jeunesse qui est exclue du travail. Ça, c'est le seul pays. Donc, ce n'est pas européen, puisque les autres ne l'ont pas. Deuxième sujet, aussi, mais moins qu'en France. 5% et 6%. Moins qu'en France. Deuxième sujet, c'est que, en fait, nos structures sociologiques, on se les apprend soit à l'école, soit dans sa famille, soit dans son boulot. Alors, lorsqu'un jeune, les 3 ou 4 premières années de sa vraie vie, où il est libéré de l'école et de la tutelle, ou de l'armée ou de sa famille, s'il ne connaît pas le travail, pour se structurer simplement, pour avoir une idée de ce que c'est. Ça, c'est de la sociologie. La relation avec les autres, etc. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à ce moment-là, il ne revient plus dans notre société. Il se fait la sienne. Et il est totalement déconnecté de la nôtre. Alors cette jeunesse, qu'est-ce qui se passe lorsque notre patrie est en danger? Lorsque la patrie est en danger parce qu'un ennemi éventuel va l'attaquer. C'est son devoir, elle met le casque lourd, elle met un fusil sur l'épaule, un uniforme, et elle va donner sa vie pour sauver sa patrie. C'est son rôle, c'est son devoir, elle l'accepte. Là, aujourd'hui, cette jeunesse, elle est en danger. Elle est en danger de mort. Le reste de la patrie doit avoir le sens du sacrifice qu'elle a quand c'est la guerre. On doit impérativement, au moins sur les 3 premières années de leur existence professionnelle, leur donner un emploi obligatoire. Et on peut le faire. Il y a 750 000 jeunes comme ça. Alors ça coûte combien? 60
5 milliards. C'est-à-dire un tiers de ce qui est dépensé en sottises par des faux stages, par des formations bidons qui débouchent sur rien, par le 1% patronal qui pour l'instant sert à quelques cadres pour apprendre des cours de russe ou des cours exotiques. Je dis qu'aujourd'hui, le devoir impératif, c'est de mettre au moins 600 000 gosses au boulot. Deuxième, là il y en a 600. Ça c'est du Pardonnez-moi, je donne les c'est du langage. Mais c'est du mesure. Deuxième mesure. Pardonnez-moi. Mais écoutez, c'est du langage. C'est du langage. Je veux finir les deux mesures. Après vous parlerez, vous expliquerez les causes, le comment, le pourquoi, mais je veux donner les mesures concrètes. Vite. Voilà. Deuxième mesure concrète. Plus de la moitié des gens, femmes et hommes de plus de 50 ans, sont prêts à accepter de travailler à mi-temps pour 80% de leur salaire. 80% de leur salaire. 2 fois, ça fait 160. Pour 60% du salaire, vous libérez 300 000 emplois en quelques mois. Et enfin, en dehors des vrais métiers pour lesquels on verra ce qu'on peut faire, vous avez actuellement des gens qui ont 2 boulots. Alors celui qui a 10, 9, 11 000 francs par mois de retraite, je comprends qu'il puisse faire un deuxième petit boulot. Mais actuellement, il y a plus de 400 000 personnes qui ont 2 emplois. Et parmi eux, des gens qui ont 20, 25 000, 30 000 francs de retraite. Je trouve qu'actuellement, on n'a pas le droit d'avoir 2 emplois lorsqu'il y a autant de gens qui sont sans emploi. Voilà 3 mesures qui font 600 000, 300 000 et peut-être 150 000. Lorsque le chômage bascule d'un coup à 1 million ou 1,5 million de moins, tous les économistes vous diront, ça crée une émulation, ça crée de la demande, ça crée de l'embauche. Ça veut dire que ça change la structure de l'emploi et de la demande. Voilà les mesures vraies. Alors après, on peut me parler de la réduction de travail, on peut me parler du partage. Bon, c'est autre chose, restons sur... Les téléspectateurs auront sûrement reconnu là le langage électoral habituel de ceux qui étaient responsables du gouvernement. Non, non, moi, et le ministre socialiste qui était là, qui est solidaire du gouvernement de M. Bérégovoy, aurait dû dire cela à M. Bérégovoy. Parce que c'est sous le gouvernement socialiste que le nombre des chômeurs a doublé, et c'est à la suite de la politique socialiste pendant 12 ans, évidemment, c'est le gouvernement. Vous nous dites ce que vous allez faire demain, mais vous ne nous dites pas ce que vous avez fait hier. Or, c'est... Mais oui, mais vous êtes solidaire du gouvernement. Ça s'est très bien passé. Ce sont les gouvernements socialistes qui sont responsables en 12 ans du doublement du nombre... Vous n'avez pas de solution. Laissez-moi parler. Du doublement du nombre des chômeurs. Vous dites qu'il y a des chômeurs. Le doublement du nombre des chômeurs, le doublement du nombre des criminels et des délinquants, enfin j'en passe, le doublement du nombre des immigrés, ce sont toutes ces raisons-là sur lesquelles les amis politiques de M. Tapie auraient pu agir puisqu'ils étaient le gouvernement. Ils n'ont pas agi et justement la progression, hélas, vers le bas, c'est faite. Alors, comme tout le monde, il vient dire, vous savez, oui, comme ça, mais parlons pas du passé, regardons vers l'avenir, regardons vers l'avenir, nous allons dire ce que nous allons faire. Tout au long de cette soirée, je crains qu'on n'ait pas une mesure. Pourquoi on en a déjà quatre. Une bonne question. Pourquoi vos 3 et la baisse des charges sociales. Les socialistes, pourquoi les socialistes, on va gratis demain. Pourquoi, mais oui, c'est vous qui dites ça. Il n'y a plus d'impôts. Pourquoi les socialistes, pourquoi vous étiez ministre d'un gouvernement. Je suis fier d'avoir été à côté d'eux. Si vous êtes fier, acceptez la responsabilité. Je l'accepte. Alors, les socialistes gouvernent depuis 12 ans. Pourquoi n'ont-ils pas fait, quand ils étaient au pouvoir, pourquoi n'ont-ils pas pris les mesures que M. Tapie propose aujourd'hui? Il a brusquement découvert, probablement le jour de la Pentecôte, vous avez découvert la vérité. Peut-être en lisant d'ailleurs nos 300 mesures. Chez vous, je ne vois rien qui crée l'emploi. Vous expliquez tout ce qu'il faut pas faire. Chez vous non plus, M. Tapie. Il faut le dire, y compris d'ailleurs dans vos propres entreprises. Vous n'avez pas créé l'emploi. Vous avez supprimé l'emploi. J'ai fait plus de 10 000 jeunes chômeurs sans formation. Et commencez pas comme ça. Parce que c'est faux. Mais voyons, nous sommes tous responsables de nos actes. Mais je les revendique. Vous dites que vous venez de la société civile. Je les assumerai. Vous venez de la société civile, vous avez une expérience d'homme d'affaires. Ne commencez pas à raconter des mensonges. Mais non, mais parce que sinon on va partir sur autre chose. Ceci est dans tous les livres. Mais écoutez, que veut dire votre menace? Moi, je suis prêt à aller où vous voulez, moi. Allez-y. Mais je vous parle de... C'est dans vos bouquins. C'est dans votre bouquin, même. Vous dites n'importe quoi, je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi. On s'arrêtera s'il le faut, mais je ne vous laisserai pas, moi, dire n'importe quoi. Mais quoi? Je vous entends. Les journalistes vous laissent dire, ils vous laissent dire parce qu'ils n'ont pas le courage, parce qu'en fait, ils s'en foutent. C'est vous qui êtes à l'écran tous les jours. Tous les jours. Vous êtes avec M. Lévy, les deux seules personnalités françaises qui sont à l'écran tous les jours et tous les soirs. Vous n'êtes pas capable de créer Bernard-Henri Lévy est venu une seule... C'est moi qui réponds là, parce qu'à l'écran, vous avez dit journaliste,
qui laisse dire n'importe quoi. Moi, je ne laisse pas dire n'importe quoi à Jean-Marie Le Pen. Donc, je ne vous laisse pas dire non plus n'importe quoi à Bernard Tapie. Quant à Bernard-Henri Lévy, il est venu une seule fois. 3 minutes. Là, vous avez 1 heure. Et là, vous avez 1 heure. Donc, mais monsieur, ne mettez pas. Attendez, il n'y a pas que il n'y a pas que votre antenne. Bon, et bien évident. Alors, vous êtes monsieur Bernard. Alors, l'un et l'autre. Non, attendez. Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous êtes à France 2, l'un et l'autre. Vous ne mettez pas en cause. Nous sommes chez nous tous les deux. Oui. C'est ça, parce que c'est nous qui payons quand même. C'est les contribuables français qui payent. Et nous, on travaille pour vous et pour le peuple français. Je ne suis pas chez vous. Ne mettez pas en cause je suis à l'antenne 2. Alors, continuez de débattre sur le chômage. Vous étiez en train de parler des mesures. Oui, justement, mais il n'est pas possible, parce que M. Tapie interrompt en permanence, il utilise sa technique, il a l'habitude d'être seul à parler. Moi, je voudrais dire les raisons. D'abord, la phase principale, ce sont les gouvernants des 20 dernières années, dont les socialistes pendant 10 ans, qui sont responsables de la situation actuelle du pays. Pourquoi n'ont-ils pas fait, quand ils étaient au pouvoir, ce que M. Tapie propose aujourd'hui? Il avait suffisamment d'influence sur M. Bérégovoy pour le faire adopter, pour lui faire adopter ces méthodes-là. Il ne l'a pas fait. Alors il vient nous dire aujourd'hui, en campagne électorale, comme il l'a souvent fait pendant les campagnes électorales, faire des promesses dont tout le monde sait qu'il ne les a jamais tenues. Mais vous faites un numéro, vous parlez pour faire des mots, mais à la fin des mots, reste rien. C'est-à-dire que les gens qui vont vous écouter là, qui sont membres du Front National, qui sont sympathisants, à la fin, ils vont dire, il a beaucoup... Qu'est-ce qu'il nous a dit au fait? Mais attendez, j'ai pas fini. Il a dit un truc, on est sur le sujet. Il faut baisser les charges. On est sur le sujet. Attendez. Il y en a 10% de la France. Mais vous ne laissez pas parler. Alors, quelle mesure? Il faut inverser le courant de l'immigration. Parce qu'il est bien évident que chaque fois qu'un émigré entre en France, il prend le travail d'un Français. Là, en 1934, le gouvernement socialiste avait pris une mesure tout à fait louable, qui était celle de la préférence nationale. N'est-ce pas? Et les socialistes l'ont abrogé en 81. Il faut donc évidemment diminuer le nombre des immigrés, car quand ils ne travaillent pas, c'est encore pire, puisque avec leur famille, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, ils sont au crochet de la société française. Je peux répondre maintenant? Non, attendez, laissez-moi finir. Vous avez toujours la parole. Est-ce que nous devrions avoir justement... Non, mais je l'ai, ne vous inquiétez pas. On me tient au courant. Ça, parce qu'on est sans cesse interrompu. Alors moi, je peux faire ça aussi. Mais on ne peut pas débattre à ce moment-là. Et puis, il faut relever les frontières. Il faut rétablir des contrôles, parce que si on ne rétablit pas ces contrôles, l'ensemble des sociétés françaises, de l'économie disparaîtra. Il ne supportera pas la concurrence et par la délocalisation. D'ailleurs, monsieur, vous avez vous-même délocalisé. J'ai pas voulu le faire. Vous l'avez fait quand même. Bon, pour une de vos entreprises au moins. Alors, donc, immigration et frontières. Allez, votre avis. Alors, d'abord, quand on parle de l'immigration, il faut que j'en parle quand même 2-3 minutes. Si vous le voulez bien, on a parlé 2-3 minutes de l'immigration comme étant responsable. C'est là où nos sociétés sont totalement différentes. En dehors des joutes verbales, il y a un fond là-dessus. Je ne parle pas du problème moral, je vais en parler quand même un peu après pour leur faire plaisir à ces immigrés. D'abord, les chiffres, à chaque fois, c'est n'importe quoi. Il y a 3,5 millions exactement d'étrangers, dont 1,5 million qui sont de la communauté. Il en reste donc 2 millions. 100 000 basculent tous les ans dans la nationalité française. Je vous ai... Recommencez pas. Laissez-moi parler. Il reste 2,1 millions. Il y en a 400 000 qui sont demandeurs d'emploi, le reste qui travaillent. Ce qu'on sait aujourd'hui d'une manière absolument certaine, et je veux que les gens sachent, c'est quand on fait la balance de ce que coûtent ces immigrés et de ce qu'ils rapportent, je parle à l'État, sur les prestations sociales, ils ne sont pas en déficit. Ils rapportent largement autant que ce qu'ils coûtent. Largement autant. Tout le monde le sait, sauf les gens du Front National. Et j'entends ça à Marseille sans arrêt. Qu'est-ce qui nous coûte avec la famille nombreuse? Ce qui coûte est moins important que ce qu'ils rapportent. Deuxièmement, plus de la moitié des métiers qu'ils font, nous ne les ferions pas. Troisièmement, il y a 1 million de Français qui travaillent à l'étranger. Si demain on commence à jouer le coup du la France aux Français et la préférence nationale, nous on n'embauche que les Français, il va se passer 3 choses. La première, c'est je vous signale que si tous ces émigrés s'en vont, c'est la faillite économique. Parce que ce sont des consommateurs, ce ne sont pas seulement des producteurs. Ils consomment ce qu'ils produisent. Et en général, ils consomment plutôt dans les prestations dont on a besoin. Vous savez, les services d'autobus, les services du métro. Tout ça, ce sont des consommateurs qui consomment. Donc, un déficit colossal au niveau du chiffre d'affaires. Deuxièmement, vous croyez que les autres vont nous laisser faire? Vous croyez que dans la communauté mondiale, on va dire vous refusez les étrangers, et les étrangers qui travaillent en France, on va les accepter? Ça veut dire qu'il faut faire revenir. Donc, il est clair que ce problème qui consiste, encore une fois, à désigner comme ça, comme on le fait, tout le temps, des gens sous prétexte qui sont
des immigrés comme les responsables du chômage. Ah non, c'est les socialistes ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Attendez, moi, on va en parler après, si vous voulez, sur la façon de gérer leur situation en France. Puis il y a quelque chose, moi, qui me fait un peu de la peine, si vous voulez. Ouais, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Là, on va bientôt fêter le débarquement. Moi, je voudrais montrer cette photo-là. Ouais, cette photo-là, hein, c'est la reconquête de la France. Quand ils sont partis de Corse et qu'ils sont montés jusqu'à Paris, c'était sur les Champs-Élysées. C'était l'Espaï. Hein, vous connaissez ça, vous le connaissez. C'était l'Espaï, c'était les tirailleurs marocains, c'était les Sénégalais. Alors voilà maintenant ce qu'on en fait de ces gens-là. On en fait des dessins. M. Le Pen, il distribue des dessins avec attention à vous. L'immigration, c'est des dragons qui jettent le feu, qui sont en train de manger les petits Français. Oui, l'immigration. Ça c'est simplement écœurant. Pas les immigrés. Ça c'est simplement l'immigration. Écœurant. Parce que la nature de la France, c'est justement le contraire de ça. Elle doit être capable. L'Allemagne a intégré 20 millions d'Allemands de l'Est. Et je vous assure bien que les Allemands de l'Est, après le passage de plusieurs dizaines d'années chez les communistes, ils étaient largement aussi différents des Allemands que les Algériens l'étaient des Français. Car ils étaient français, ils étaient encore français, que les Allemands n'étaient plus dans l'Allemagne de l'Ouest. Oui, mais enfin, ça veut donc dire que cette immigration, elle comporte des problèmes énormes. Bon. On va en parler tout à l'heure. Mais certainement pas sur l'influence du chômage. On ne va pas se convaincre. Ce qui est important, c'est que les électeurs français, les électrices, sachent ce que nous avons comme programme. Monsieur Tapie a comme programme libre entrée des étrangers en France. C'est ça que vous avez entendu? Mais vous immigration normale. Mais comment allez-vous le contrôler? Puisque vous êtes pour le pour la suppression des frontières. Pas du tout. Moi, je suis pour le rétablissement des frontières. Mais moi aussi. Vous êtes pour l'Europe de Maastricht. Et l'Europe de Maastricht, c'est la suppression totale des frontières. Vous êtes pour le vote des immigrés. C'est ceci que les électeurs doivent retenir. Il y en a 100 000. Moi, je dis qu'il est nécessaire, pour sauvegarder la sécurité de la France, sa liberté et sa prospérité, de dégonfler le nombre des immigrés dans notre pays, de faire une politique d'immigration inverse de celle qui a été menée depuis 20 ans et qui a abouti à accabler notre pays sous le poids qui a été vérifié. Nous avons fait des études qui n'ont jamais été contredites. L'immigration coûte à la France 250 milliards par an. Voilà, je voudrais dire là-dessus, parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet très important parce qu'il y a un point, moi, sur lequel je suis d'accord. C'est lorsqu'on a en France des gens qui souffrent le martyre, parce qu'ils croient encore que la France est un pays qui va les accueillir, qui va les aimer, qui va leur donner ce qu'ils pensaient pouvoir venir chercher. Mais pourquoi devons-nous le faire? Non, mais on ne doit pas le faire. Mais je ne le dis pas. Le monde entier, vous vouliez qu'il reste français il n'y a pas longtemps encore. Donc c'est pas tout à fait le monde entier. Le Maghreb, l'Afrique du Nord, c'était un peu chez nous. Oui, donc, mais nous avons pas divorcé. Le monde entier. Ce n'est pas de ma faute. Alors, par conséquent, je ne dis pas qu'on est en mesure aujourd'hui. Bien sûr, il y en a même en France que j'aimerais bien pouvoir aider à retourner dans leur pays, parce qu'ils sont plus malheureux en France qu'ils seraient dans leur pays. Donc le problème n'est pas là. Mais lorsqu'un émigré est en situation régulière, lorsque cet étranger a donné son temps, a donné son travail, a donné son devoir, il est normal qu'il revendique ses droits et nous devons les lui assumer. On en a les moyens. Bien sûr qu'il y a des grands chantiers à travailler. On ne peut pas laisser 90% d'une population étrangère dans une cité dans laquelle il n'y a plus que la mort, la drogue, la délinquance. Mais quand vous prenez 10 familles de ces immigrés dans des blocs de 100 appartements, les 90 sont satisfaits et les 10 aussi. Simplement, on ne peut pas les laisser concentrer dans une misère incroyable. C'est un devoir qu'on a. On a les moyens de le faire. Ne dites pas par contre... Où allez-vous les envoyer? Ne dites pas par contre. Mais il y a des constructions actuelles qui sont en chantier sur des logements sociaux. Il faut réserver 10% de ces logements sociaux à ces gens-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour que s'il y a une guerre civile en Algérie, des centaines de milliers de Fellaga, de FLN viennent en France? Bien sûr que non. Mais vous avez pourtant dit que vous vouliez qu'on mette en œuvre le droit d'asile et qu'ils arrivent en France. Vous avez entendu ça où? Qu'est-ce que vous voulez faire s'ils viennent? Mais je vais faire exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour qu'ils ne viennent pas. Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Alors il y a 2-3 choses à faire. La première, c'est que la communauté européenne, elle a le devoir de créer sur le Grand Maghreb des structures d'accueil pour ceux qui ne seront pas contents de rester en Algérie si le fils sévit. Mais il y a une autre chose qu'il faut faire, monsieur. C'est ce que Bourguiba a fait, lui, au moment de l'indépendance, en donnant à la femme la vraie place qui lui revient. Allez dire ça à Alger. Et non pas la place, c'est pas à moi non pas d'être ménagère derrière ses casseroles obligatoirement. C'est à Alger. Comme vous voudriez le faire, parce que ça, vous aimez la femme quand elle est derrière ses casseroles. Moi, je veux permettre aux femmes qui le souhaitent d'élever leurs enfants, celles qui le souhaitent, et d'être aidées par la communauté, car elle libère un poste de travail. Donc, si vous voulez, pour être simple sur ce problème qui risque d'arriver, il faut tout faire pour éviter qu'il arrive.
Mais c'est certainement pas en leur donnant l'impression, l'illusion, ou en tout cas la promesse qu'on va les accueillir, que je vais régler les problèmes. Je ne me sens pas capable de ça. La frontière, Monsieur Le Pen, la frontière de l'Europe, je la veux autant que vous. Vous savez ce que Maastricht, ou pire... Mais vous savez très bien qu'elle ne sera jamais gardée. Bien sûr qu'elle sera gardée. Et comment? Mais évidemment Et Schengen, par exemple, démontre que l'Italie demande maintenant, dans l'accord de Schengen, que les gens d'Afrique du Nord soient obligés d'avoir un visa pour entrer en Italie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire aux gens que l'Europe, ça consiste à ouvrir les frontières, faire rentrer en masse les immigrés. C'est le principe de Maastricht. C'est faux. On va parler de l'Europe, de son Europe et de la mienne, vous allez voir que c'est faux. La nôtre n'est pas du tout basée là-dessus. Simplement, je comprends, juste un mot, les frontières, vous ne pouvez pas les mettre d'une manière légale, obligatoirement infranchissables, dès lors qu'il y a trop de différences entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. L'homme ne veut pas mourir. Il sait tout ce qui se passe sur la planète en temps constant. Vous croyez qu'il accepterait de mourir de faim pendant qu'à 1000 km de là, il y en a qui se sucrent autant. Alors, à un moment donné, vous ne pourrez pas. Ou alors vous faites des bunkers, vous faites vivre les gens dans des coffres-forts. Un mot l'un et l'autre. Il nous reste une vingtaine de minutes pour ce débat. Sachez qu'une équipe, on va parler de l'Europe. Sachez qu'une équipe se trouve en régie et tient les comptes des temps de parole. Donc vous avez Bernard Tapie, 1 minute 30 d'avance. À vous. Bon, écoutez, parlons un peu, juste quelques mots sur l'Algérie. Il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement français, le gouvernement de M. François Mitterrand, qui en matière internationale a le domaine réservé que l'on sait, qu'il a d'ailleurs hérité du général de Gaulle et qu'il a conservé, et dont on sait qu'il est le premier protecteur de M. Bernard Tapie. C'est lui qui a approuvé l'interruption du processus démocratique qui avait été entamé en Algérie. Entre les deux tours, on a arrêté les élections et il n'est un mystère pour personne que cela a été fait pour empêcher la défaite électorale du FLN. Car comme dans beaucoup d'endroits, nous avons choisi, et comme toujours, nous avons d'ailleurs choisi celui qui allait perdre, celui qui avait le pouvoir à un moment donné, comme nous avons soutenu le gouvernement Hutu au Rwanda, n'est-ce pas, et que nous abritons chez nous aujourd'hui ce gouvernement qui est responsable des massacres qui ont été déclenchés, eh bien là encore, nous retombons sur les responsabilités du gouvernement socialiste. Un mot sur les contours de l'Europe. On a bien compris en vous écoutant l'un et l'autre que vous êtes aux antipodes l'un de l'autre sur cette Europe. Après tout, on va parler un mot de l'Europe puisque les Français vont vous élire le 12 juin, l'un et l'autre. Vous dites l'Europe fédérale. C'est quoi l'Europe fédérale? D'abord, je suis le dernier. Par rapport au père fondateur de l'Europe, je suis le dernier à vouloir dire, à oser dire, au moins on peut me reconnaître ça, que je suis pour l'Europe fédérale. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Baudis nous dit, je veux une autre Europe, et il demande à 30% des électeurs français de voter dans une Europe, on ne sait pas ce que c'est, car il dit, c'est une Europe autrement. Et même Michel, il ne dit pas ce que ça va être. Rocard, il ne dit pas ce que ça va être. Il dit, ça sera autre chose, on va trouver un statut, on va faire quelque chose comme ça. Bon, moi, j'appelle ça une Europe fédérale. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands sujets dans le monde que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie ne peuvent pas régler à leur niveau. La France, c'est un grand pays qui fait qu'1% de la planète. Et les grands fléaux de ce monde, lorsqu'on rentre dans le 3e millénaire, avec d'un côté l'Amérique qui est en train de se faire un seul continent, politiquement d'accord, le Mexique est en train de réunir les deux. Quand on voit ce qui se passe avec le Japon, la Chine, le sud-est asiatique, moi j'ai peur de me retrouver entre ces deux blocs-là, la petite France, même courageuse. J'ai donc besoin, sur des sujets essentiels que sont la monnaie unique, 1000 milliards de dollars circulent par jour dans le monde. Je suis où, moi, la France? La défense de l'environnement. Des centaines de centrales nucléaires en URSS anciennes sont en train de nous risquer de nous péter dans la figure. C'est moi, la France, qui va les contrôler, les maintenir ou éventuellement les arrêter. La relation sociale. On est obligé d'aplanir les relations. Là, je suis d'accord. Sinon, au bout d'un moment, s'il y en a qui sont prêts à travailler pour 200 francs par mois et l'autre pour 9000, je ne peux pas y arriver. Et enfin, quatrièmement... Soyez pas trop long, gardez des munitions pour tout à l'heure, parce que votre avance s'accentuer. Je voudrais souligner... Attendez, ces points-là, il n'y a que l'Europe fédérale qui peut le faire. Quatrièmement, vite. En contrepartie, je vais vite, en contrepartie de ça, parce qu'elle a le pouvoir de s'occuper de ces problèmes que les nations ne peuvent pas, elle ne s'occupe de rien d'autre. C'est clair que c'est au contraire une plus grande liberté des patries pour prendre en charge leurs problèmes spécifiques. Je voudrais souligner combien l'histoire récente a montré la fausseté du raisonnement selon lequel les grands empires étaient les plus performants économiquement. Dans les 50 dernières années, ce ne sont ni l'URSS ni les États-Unis qui ont été les puissances économiques les plus performantes, mais deux nations moyennes, le Japon et l'Allemagne. Et par conséquent, ceci contredit tout à fait
tout à fait le raisonnement C'est de pas ceux vrai. qui souhaitent que nous devenions des États-Unis d'Europe, c'est ce que vous souhaitez dans le fond, Oui, que nous mais pas devenions dans le fond. des États-Unis Dans d'Europe, le fond. mais ceci postule que la France disparaît. Mais pas du tout. Il n'y aura plus d'armée française, il n'y aura plus de monnaie française, il n'y aura plus d'autorité et de souveraineté française. Et ceci est contraire à la fois aux lois de la République, à la Constitution C'est faux. et évidemment à l'intérêt vital de la France et des Français. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour Sarajevo? Non, honnêtement non. Déjà, je crois qu'on peut demander aux citoyens français d'être prêts à mourir pour son pays. Demander de mourir pour d'autres raisons, ceci est le problème d'un engagement personnel. Moi, j'admirerais M. Bernard-Henri Lévy, par exemple, pour ne parler que de lui, s'il mettait ses idées en accord, ses actes en accord avec ses idées, et s'il s'engageait dans l'armée bosniaque, je n'y verrais pas personnellement d'inconvénient, encore que je ne sois pas sûr que notre législation militaire le permette. Mais je pense que là encore, nous avons voulu nous mêler d'affaires qui ne nous regardaient que de loin, et nous avons l'Europe, c'était une affaire européenne, dans l'application des principes de l'ONU. L'ONU préconise, ce qu'on n'a jamais respecté, ni dans le Golfe Persique, ni nulle part ailleurs, préconise que les conflits soient réglés autant que possible sur le plan régional. Ce devait donc être à l'Europe de le régler. Elle a démontré là son impuissance, alors qu'elle existe économiquement, et on peut dire tout de même dans les relations diplomatiques relativement étroites, eh bien, elle a été impuissante. Et nous sommes allés là essayer de séparer des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Résultat, nous serons haïs et nos soldats sont pris en otage. C'est pour ça que je demande que le contingent français soit relevé. Je note que Monsieur le Président de la République a appelé les Américains et les Russes à venir s'intéresser à une affaire européenne. C'était l'aveu de l'impuissance totale de l'Europe à régler ces problèmes. Voilà, il y a équilibre des temps de parole. Vous êtes prêt à mourir pour Sarajevo, Bernard Tapie? Mais je suis prêt, comme chaque Français, à mourir pour chaque cause qui, lorsque vous êtes en face du problème, ne peut pas ne pas vous interpeller. Il y a 250 000 morts en 3 ans. Ça fait 5 siècles que ça dure. On est à tergiverser. Un coup, certains proposent d'augmenter les phénomènes qui risqueraient d'amener à la paix. D'autres sont un peu plus courageux pour faire la guerre, puisqu'ils disent qu'il faut absolument donner à ces pauvres Bosniaques, c'est vrai, qu'ils sont en train de se faire tuer sans pouvoir se défendre. Donc c'est la levée de l'embargo. Il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir définir ça. Nous, on a une proposition à faire. Elle est immédiate, elle est possible. C'est de l'intégrer dans l'Europe. C'est de l'intégrer dans la communauté Une Europe européenne. encore plus grande, non? Non, mais celle-là, l'ancienne Yougoslavie avait fait la demande. Oui. Bon, il y a 4 millions d'hommes à intégrer, ça coûterait 1 écu par Européen par an, pour les amener à notre niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cesse de tergiverser, de croire au Père Noël que la paix, elle va durer, car là-bas, si vous faites la paix, il faudra 25 ans, de nouveau des casques bleus, pour qu'elle reste. Il y a quelque chose que je ne peux pas laisser tout ça, parce qu'on aime la France autant que M. Le Pen. Ceux qui sont pro-européens, laissez croire qu'on est en train de brader. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Qu'on est en train de dire que l'Europe va complètement faire éliminer la France, que l'Europe, c'est la fin de notre souveraineté nationale. C'est la fin de... Mais c'est le contraire. Ça va être la fin. Vous savez, toutes les plus grandes civilisations, même les plus puissantes, quand elles ont commencé à se refermer sur elles-mêmes, elles sont mortes. Elles ont disparu. La France, elle est capable, simplement, on n'a pas la trouille. Nous, les Français de notre France, ils n'ont pas peur de la concurrence. Ils ont peur de personne. Ce qu'ils savent, par contre, c'est que l'union fait la force lorsqu'on est dans une situation où notre unité de mesure, notre taille, ne permet plus de faire face aux problèmes. Moi, j'aimerais mieux, je vous l'avoue, Monsieur Le Pen, j'aimerais mieux de ne pas avoir besoin de le faire. Vous voyez, je vous l'avoue franchement. Si je pouvais être sûr que la France soit capable de relever le défi face au monde, toute seule, je préférerais qu'il n'y ait que le drapeau français. Mais elle ne peut pas le faire. Et je vous garantis qu'elle ne peut pas le faire. Il y a un certain nombre de pays européens qui ont largement préservé leur autonomie et leur prospérité sans faire partie de l'Europe. Lequel le plus que nous? Par exemple l'Autriche, par exemple les pays scandinaves, qui sont tout à fait... Mais la France, elle est la seule à bénéficier vraiment de l'Europe. Vous savez, quand vous dites qu'on fait... Nous perdons 20 milliards par an dans l'échange européen. On exporte beaucoup plus qu'on importe. Mais écoutez, ce n'est pas... L'autre fois, j'entendais M. Le Pen parler, vous vous souvenez? Non, c'était votre adjoint là, qui rencontrait un de mes
un de mes amis et qui disait les agriculteurs, les pêcheurs, oui, etc. c'est Martinez. Ouais, mais les agriculteurs, ils ont dû prendre ça comme une insulte. Il était en train de les plaindre, en train de les désigner comme des victimes. C'est nos héros nationaux. Oui, ils ont fait de l'agriculture la deuxième du monde. Mais vous savez tout de même qu'il y a 3 millions d'agriculteurs qui ont été chassés de leurs terres en 20 ans. La deuxième du monde. C'est-à-dire qu'ils sont excédentaires de 60 milliards. Alors ils ont des problèmes, mais au contraire, il faut les féliciter. Il ne faut pas dire, regardez nos pauvres agriculteurs, etc. Vous avez cité les pêcheurs. Les négociants. Vous avez vu les pêcheurs. Les négociants en matière agricole. Les pêcheurs, ils sont en train de souffrir. À cause de quoi? À cause de la concurrence internationale. Non. S'ils avaient su... Non, ça m'étonne, vous êtes breton et je sais que vous oui, aimez la Bretagne. j'ai tué pêcheur. Mais regardez bien, c'est pas ça. C'est la dévaluation de la livre et de la pesette qui a commencé à les mettre dans une situation insupportable. Oui, c'est ça le début. Ensuite, l'Europe avait prévu de contingenter sur le poisson blanc. Ça n'a pas été fait en France. L'Europe avait prévu des contrôles d'hygiène. Ça n'a pas été fait en France. Pourquoi? Parce que les Américains les ont refusés. Eh bien donc, vous voyez que l'Europe, elle aurait sauvé les pêcheurs. Et nous avons plié. Parce que dans l'Europe, ce qu'on ne voit pas toujours, les pêcheurs. Ce qu'on ne voit pas toujours, c'est que l'Europe fédérale que souhaite M. Tapi, elle est à finalité mondialiste. Elle vise à s'étendre, et ceci sous le contrôle, bien évidemment, de la seule puissance qui anime ce courant, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et moi, je considère les États-Unis d'Amérique comme un allié, je ne les considère pas du tout comme un maître. Allez, on a bien compris vos divergences sur l'Europe. Les soldats allemands de l'Eurocorps sur les Champs-Élysées le 14 juillet, votre avis, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, je serais d'avis de ménager dans ce domaine-là les sensibilités. Bon. Autant, je pense qu'à une autre date, il aurait été possible de faire défiler des contingents européens à Paris. Choisir la fête nationale me paraît comporter des arrière-pensées. Il y a des arrière-pensées, justement européistes, pour montrer que ce n'est désormais plus l'armée française qui défile le jour de la fête nationale, c'est l'armée européenne. Et voilà pourquoi j'exprime cette réserve. En revanche, je pense que tous les souvenirs de la guerre doivent aujourd'hui s'estomper pour laisser la place à la concorde des pays, en particulier des pays européens. Je crois que l'oubli des souffrances, à un moment donné, tout de même, doit permettre aux enfants ou aux petits-enfants de ceux qui se sont combattus de se retrouver et de coopérer ensemble dans la paix. Bernard Tapie. Vous savez, ceux qui sont morts pour la dernière guerre mondiale ont amené la réflexion de ceux qui y ont échappé. Plus jamais ça. C'est comme ça qu'est l'Europe. L'idée de l'Europe, c'était qu'on ne se batte plus, qu'on ne se mette plus à mort. Alors, je crois que les pères et mères et grands-pères et grand-mères aujourd'hui, on n'a pas tellement de lieu de se flatter de la France qu'on est en train de transmettre à nos jeunes si on ne reprend pas du poil de la bête et si on n'est pas vraiment capable de donner beaucoup d'énergie pour s'en sortir. Au moins sur ce point-là, je crois qu'on a bien fait les choses. On ne se bat plus, on ne se battra plus. Il y a peu de pays qui peuvent se vanter de dire... On a des chances que nos jeunes n'aillent pas mourir pour la guerre. Mais il faut être honnête, ce n'est pas l'Europe qui a obtenu ce résultat. C'est pas l'OTAN non plus, c'est l'Europe. C'est en fait l'équilibre des terreurs provoquées par les deux grands pays internationaux. C'est ça le problème. On va parler d'un mal, on revient en France, mais c'est un mal qui intéresse le monde entier, le sida. Vous avez parlé il y a un instant, Jean-Marie Le Pen. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Simone Veil a parlé, les députés se sont prononcés contre le dépistage obligatoire. Et Simone Veil elle-même s'est prononcée contre la levée du secret médical. Votre avis? Je crois que les pouvoirs publics et les hommes politiques et les femmes politiques ne prennent pas la mesure du danger que représente le sida dans l'avenir. Tout le monde, c'est comme pour l'immigration, tout le monde a l'air de croire qu'il s'agit d'un sujet qui est fixe et qu'il faut résorber. Le sida est en pleine expansion. Et tout récemment, des spécialistes déclaraient qu'en France, dans la région parisienne, un Français sur 20 est atteint par le HIV, et l'un d'eux disait, nous avons 200 000 séropositifs, et peut-être demain 55 millions. Ça n'est pas moi, c'est le docteur Rosenbaum, Willy Rosenbaum, qui l'a déclaré dans un colloque médical tout à fait récemment. Je vous rappelle cependant qu'en 87, quand j'ai créé le scandale en disant que le sida était une maladie pandémique, mortelle, et qu'elle allait se répandre sur le monde, et j'avais proposé qu'un crédit de 25 milliards soit voté. Nous sommes en 1994,
on en est encore à des mesurettes qui sont tout à fait hors de proportion avec le danger représenté par le sida, qui tue en Afrique plus que les conflits interethniques. Il nous reste quelques minutes à peine, vous devez l'un et l'autre d'être bref sur le sida. Allez, non, allez-y. Sur le sida, je crois que l'émission l'autre fois a montré toute l'étendue du problème qu'on ne voulait pas aborder. Organisé par toutes les chaînes de télévision. Non, mais on a abordé, on a montré, moi j'ai compris, il a fallu attendre minuit pour qu'on parle des drogués. Ça veut dire qu'on a fait croire aux Français que le sida, c'était une maladie comme les autres, c'est une maladie qui n'est pas comme les autres. Elle est la plus mortelle et paradoxalement, elle est la seule qu'on peut ne pas attraper si on ne veut pas l'avoir. Même le rhume de cerveau, on n'est pas en mesure de se garantir de ça. Simplement, il faut expliquer le problème. Le sida n'est que la conséquence d'un délabrement d'une jeunesse qui est atteinte par la drogue. 150 000 gosses qui se droguent. Là aussi, ce n'est pas des vicieux, c'est des malades. Il faut traiter les drogués comme des malades. Évidemment, dès qu'ils commencent à s'adonner au trafic, là, ça devient des délinquants. Mais d'abord, il faut absolument s'occuper de la drogue et des drogués. Mais vous êtes pour la libéralisation? Non, pas du tout. Je suis pour qu'un drogué, monsieur, quand il est sous la dépendance de la drogue, je veux qu'il puisse aller dans un établissement contrôlé, maîtrisé par des médecins, pour qu'il aille recevoir soit le produit de substitution, soit le produit lui-même, pour que la drogue égale valeur zéro. Tant que la drogue ne sera pas... Mais il n'est pas question qu'il reparte... Vous voulez qu'elle soit en vente libre? Pas du tout. C'est le contraire, ce que je suis en train de dire. Il n'est pas question qu'il y ait un gramme qui circule. Mais il doit y avoir les établissements hospitaliers... Est-ce que vous êtes d'accord pour la peine de mort pour les trafiquants de drogue? Mais jamais. Moi, je ne sais pas couper les gens en deux. C'est plus fort que moi, je ne sais pas le faire. Ouais. Et jamais j'arriverai à couper un homme en deux. C'est pas à vous qu'on le demandera. Non, mais je ne peux pas. Si besoin était. Puis il y en a même qui vont le voir, pour être sûr. Moi, je crois que les gens qui tuent les jeunes par milliers méritent la peine de mort. Donc, le sida, ou la drogue d'abord. Attaquez-vous aux causes. 15 000 gosses se suicident. Ça veut dire quand même qu'on n'est pas très, très heureux sur la manière dont on les gère. Voilà, vous avez bien compris que je termine cette émission par des questions d'actualité, mais qui révèlent le climat du pays. L'arrestation et le maintien en détention de Didier Pinot-Valenciennes à Bruxelles, le PDG du groupe Schneider. Ça ne me choque pas. C'est malheureux pour M. Pinot-Valenciennes, mais je pourrais peut-être émettre l'avis que les gens qui se sont portés garants de lui dans la presse le lendemain de son arrestation, j'espère, se porteront caution solidaire sur leurs biens des condamnations qui pourraient intervenir contre M. Pinot-Valenciennes. Je préfère, je dois dire, comme entrepreneur, je préfère M. Bic, certainement à M. Pinot-Valenciennes, qui lui-même a été un grand créateur de chômage, puisqu'il a licencié 30 000 personnes dans Creusot-Loire. Vous êtes chef d'entreprise? Oui, je suis chef d'entreprise. Je pense que quand on fait rien, quand on fait pas grand-chose en tout cas, ou quand on fait rien, on a peu de chances de passer les excès de vitesse ou de se faire prendre à un stop. La justice est très dure avec les chefs d'entreprise, elle a raison de le faire. On est dans une période où la crise a fait que certains ont pris des risques qui de temps en temps étaient calculés, de temps en temps ne l'étaient pas. M. Pinot-Valenciennes n'est pas propriétaire de l'entreprise. Par conséquent, on peut au moins lui reconnaître ça. C'est que s'il a fait des actes délictueux, il l'a fait soit sans savoir qu'ils étaient délictueux, ou soit pas pour que ce soit à son profit, puisqu'il n'était pas propriétaire. Donc il l'a fait en pensant sûrement que c'était au profit de son entreprise. En tout cas, bon, je ne vais pas me prononcer là-dessus, je voudrais juste finir. Pardonnez-moi, parce que je vous ai entendu dire quelque chose, monsieur, sur une radio, et j'ai tout accepté, mais ça, je voudrais vous dire, c'est faux. Je ne dois pas... Jamais dans ma vie, j'ai coûté 1 franc au contribuable par banque interposée. Ah si. Attendez, non, monsieur, laissez-moi finir. Vous avez dit un truc, c'est pas vrai. Donc je vais vous le dire. Lorsque j'ai pris un accord avec cette banque, c'est parce que j'avais décidé il y a 3 ans qu'on ne pouvait pas mélanger les gens, qu'il y a d'un côté la politique, d'un côté les affaires. Et quand on fait le bilan, comme on dit, il y a des actifs et puis il y a des dettes. Oui. C'est mes sociétés. Et l'accord, c'était simplement, comme c'est pas le moment idéal, pardonnez-moi, laissez-moi le bout, comme c'est pas le moment idéal, le président avait trouvé une bonne mesure, qui n'était pas une bonne pour moi seulement. C'était, on laisse un délai de réalisation des actifs. Et moi, j'ai fait quelque chose qui devrait vous plaire quand même. C'est que j'avais donné l'intégralité de mes biens personnels en garantie si les actifs industriels n'étaient pas suffisants. Oui. Alors, le changement d'attitude, pourquoi je me bats pour qu'il reste tel qu'il était? C'est parce que s'ils sont bradés dans des conditions inacceptables, là, il risque d'y avoir une insuffisance. C'est ce qui arrive à tous les Français, je Alors que, malheureusement. Non, mais il n'y a pas d'insuffisance lorsqu'il y a 1,1 milliard et pas 1,5 milliard. Ce qui vous a peut-être trompé, et c'est pour ça que je ne vous en veux pas, c'est que vous avez lu. Et vous avez cru ce que vous avez lu. Oui. Alors vous devriez savoir, vous mieux que n'importe qui, qu'il faut se méfier de ce... D'accord. Hein, si vous l'acceptez, il ne faut pas se prononcer sur ce qu'on lit, car de temps en temps, on lit des choses pas tout à fait exactes. Je veux dire une chose, c'est que je crois que l'affaire du Crédit Lyonnais, pas seulement la vôtre, qui est peut-être minoritaire, mais l'affaire du Crédit Lyonnais est sans doute le plus grand scandale financier de la Ve République, et il faudrait que les responsables expliquent
à d'autres gens que ceux de la commission parlementaire. Il faudrait qu'ils expliquent comment on a pu prêter des milliards à des hommes d'affaires dont certains étaient certainement douteux, et que les Français, il faut qu'ils le sachent, ce sont les Français qui paieront la recapitalisation du Crédit Lyonnais avec leur argent. Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, il nous reste même pas 2 minutes pour conclure. Donc vous avez commencé à parler le premier, vous parlerez le dernier. Je vous demanderai simplement pour conclure de nous dire, mais en quelques mots, votre France rêvée. La France dont nous rêvons, c'est une France qui réussisse à vaincre le chômage, à retrouver ses marques en quelque sorte, en diminuant le nombre des immigrés qui se trouvent chez elle, en rétablissant la sécurité comme cela doit être fait par une rigueur, et une rigueur d'ailleurs de la formation, de l'éducation, et il nous paraît que c'est la reconstruction de la famille qui doit être la base de la reconstitution de la moralité dans l'État. Et je crois que la France a les moyens, en coopération avec une Europe confédérale, par exemple, les moyens de donner à son peuple, comme elle l'a fait pendant 1500 ans, la liberté, la sécurité, la prospérité. Cela, c'est un objectif, et d'ailleurs nous le symbolisons dans notre liste par le terme « Allez la France ». C'est à l'espoir que nous appelons la jeunesse et les électeurs et les électrices français. Votre France rêvée, Bernard Tapie? Donc moi, d'abord, elle est toute proche. Elle est toute proche. Il suffirait de pas grand-chose. D'abord, qu'on arrête de véhiculer ces idées-là, parce que ces idées-là, c'est pas ces idées-là qu'on fait la grandeur de la France. Deuxièmement, il y a une aristocratie technocratique qui a pris tous les pouvoirs, pas un, tous les pouvoirs, et qui est incompatible avec nos vraies vertus. Nos vertus, nous, c'est pas l'organisation, la méthode, la statistique, c'est pas ça. Nos vertus françaises, vous savez ce que c'est? C'est l'imagination, c'est la créativité, c'est l'impertinence, c'est l'espoir, c'est le rêve, c'est l'utopie. C'est ça qu'a fait la France. C'est pas le raisonnement. Alors moi, je vais vous dire, je crois que ces gens-là ont leur place, mais ils doivent pas avoir toute la place. Et s'ils ne cèdent pas un peu de leur place à des gens qui ont ces vertus-là, de la créativité et de l'imagination, on n'aura pas la France dont on doit rêver, qui est une France heureuse, optimiste, qu'on rencontre dès qu'on lui fait confiance. Un petit mot. Ça, c'est le livre de Bernard Tapie, c'est son programme. C'est ce qu'il va faire, du moins le dit-il. Ça, ce sont les discours qui ont été prononcés par nos députés pendant... C'est des discours, et ça, c'est ce qu'on va faire. Les discours, mais c'est le métier. Merci, c'est le métier, bien sûr. Ce sont des discours qui donnent des programmes. Et au Parlement européen, parce que vous, Bernard Tapie, vous n'assistez pas aux séances des assemblées où vous êtes élus. Vous n'assistez pas à l'Assemblée, vous n'assistez pas au Conseil régional. J'aurais jamais osé le dire. Allez, non, bien sûr, mais des discours positifs. Je vais vous faire un compliment à tous les deux. Vous savez que vous avez progressé. 89 au débat sur TF1, Bernard Tapie, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez, il s'adresse à vous. Jean-Marie Le Pen à Bernard Tapie, je vous écraserai, vous êtes un pitre. Ce soir, quelle dignité dans les champs. Ça va décevoir beaucoup. Je ne parle pas des téléspectateurs. Merci messieurs pour ce troisième débat. Demain à la même heure dans ce journal, Bernard Kouchner et Philippe de Villiers s'affronteront dans le 4e débat organisé par la rédaction de France 2. Auparavant, à 7h50, le matin, Gérard Leclerc aura reçu Brice Lalande dans Les 4 vérités. Quant au programme de ce soir, il sera fait d'un film de télévision, Marie s'en va en guerre, d'un documentaire de Frédéric Mitterrand à 23h sur les amants du siècle, Igor Stravinsky et Vera de Bossé, du journal de Philippe Lefay à minuit 5. Avant le cercle de Michel Fil, dans quelques instants, Sophie Davant vous annoncera des orages violents pour cette nuit et demain matin en France. Demain 13h, Daniel Bilalian, je vous retrouverai à 20h et je vais rendre les gants à l'entreprise qui nous les a prêtés. Bonsoir, merci. C'était inutile.